Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast où je partage principalement mes créations en divers arts du fil. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal de choses hyper chouettes à vous montrer, des projets qui m'enthousiasment à fond et j'avais vraiment hâte de vous en parler. Donc j'ai un nouveau modèle à vous présenter qui me tient tellement chaud alors qu'il fait beau, très beau, toujours lumière pas possible hein, mais il fait plutôt chaud donc je pense que je vais pas le garder longtemps. Un nouveau design que je viens de publier sur Ravelry. J'ai aussi un projet fini à vous présenter, un test que je faisais pour une autre designer. Et j'ai un nouvel en cours qui me plaît beaucoup et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Et enfin, on va parler d'un en cours qui fait son grand retour. Oui, après des mois à me harceler, la couverture en jacquard reviendra. Et c'est assorti. Tiens donc. Ce n'est pas fait exprès. C'est comme la fois où j'avais publié le pull Sauron, qui est un de mes modèles, un modèle en jacquard, où il y a un motif sur le yoke qui faisait penser à des yeux, d'où Sauron, et j'avais aussi des boucles d'oreilles en forme d'œil, pas celle-là. J'ai un problème avec les yeux, hein, vous remarquerez. Ça, c'est la faute à Lemony Snicket, la génération qui a lu les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire en étant pré-ado, et ben on a un problème avec les yeux, je pense. Mais voilà, bon, c'est marrant. On part déjà dans tous les sens, c'est super. Mais je profite d'être de bonne humeur aujourd'hui. Parce que c'est pas forcément gagné tous les jours en ce moment, mais aujourd'hui ça va, donc du coup je me suis dit c'est l'occasion de faire une vidéo, voilà, comme ça je serai un petit peu plus, comment dire, sociable. Même si au fond, pas vraiment besoin d'être sociable, puisque je parle à une caméra, je fais très mal semblant, c'est ça le problème. J'arrive pas à me forcer. Je pense toujours à des proches avec sa machine à sourire là. C'est oh mon dieu. Ça va être un de ces épisodes. Voilà. Je vais me calmer. Je me calme, promis. J'ai trop chaud, c'est pour ça. Je vais l'enlever et ça ira mieux. Voilà. Je vais commencer le podcast en essayant d'être un peu organisée, promis. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage, si quelque chose ne vous intéresse pas, ou si au contraire vous voulez trouver une info en particulier sur un projet, n'hésitez pas à regarder ça. Et vous cliquez sur le temps écrit en description et ça vous emmène directement au moment de la vidéo correspondant. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les patrons et les laines, que je vais évoquer, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons sur Ravelry et Payhip principalement. Voilà, ça se voit que j'essaie de me calmer. Du coup non, c'était peut-être pas une bonne idée. Peut-être que j'aurais dû filmer quand j'étais vraiment pas contente. J'aurais fait un épisode où je râle toutes les 2 minutes parce que en ce moment j'ai l'impression qu'on a tous une espèce de... Ça y est. On bourgeonne, là, ça y est, on explose, la cocotte minute, elle est là, et il y a une espèce de vague de gens bizarres, qui ont des problèmes et qui s'en prennent à d'autres sur Internet, et ça devient un peu compliqué. Et du coup, voilà, ça... on roumègue, et... peut-être que j'aurais dû filmer quand j'étais un petit peu plus la tête dans cette ambiance, comme ça aurait été un peu plus calme. Mais bon, ça aurait été beaucoup moins drôle. Hein. Voilà. Je vais commencer au secours avec un nouveau patron que je viens... encore une fois, je vous promets que je ne me suis pas droguée. Je n'ai même pas pris de mélatonine, donc... Les gens qui me suivent, si c'est votre premier épisode, je suis navrée. Je vous jure que je ne suis pas folle. Petit contexte, je dors très mal. Je suis quelqu'un qui
fais régulièrement des insomnies. Et il y a quelque temps, j'ai découvert les suppléments en mélatonine que je pouvais prendre juste avant de dormir, et ça me facilitait l'endormissement, et surtout ça me mettait dans un sommeil profond assez vite et réparateur, tout ça, et c'est génial. Et sauf que quand j'ai découvert ça, j'ai filmé un épisode de podcast, je crois que c'était en septembre, peut-être pas septembre dernier, si, je ne sais plus, ou septembre d'avant, je ne sais pas. Et quand j'ai découvert ça, j'avais filmé un épisode de podcast juste après, et j'avais eu 2 semaines d'insomnie, j'avais découvert ça, j'avais bien dormi, et du coup ça m'avait... j'avais l'air complètement sur une autre planète, et là j'ai un peu l'impression que c'est le même effet, alors que ça fait quelques nuits que je n'ai pas besoin d'en prendre. Du coup c'est peut-être le... Voilà. C'est... On sort de la dépendance et du coup ça fait le même effet qu'au début. Au secours, je vous le jure, tout va bien. Je vais vous parler d'un nouveau modèle que je viens de publier sur Ravelry et sur Payhip. Il s'agit du pull que je porte. C'est le pull Loubelle que vous avez aperçu, il me semble, brièvement dans un podcast, mais je ne me souviens plus. Donc il s'agit d'un... Je vais escalader... Hop. Voilà. Donc, il s'agit d'un gros pull qui monte super vite. Donc c'est un pull avec une construction à épaules tombantes qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par les côtes, qui sont des côtes brisées. J'aime beaucoup les côtes brisées. Alors je suis quelqu'un qui suis très lente en tricotant des côtes. Du coup, les côtes brisées, c'est bien parce qu'il y a un rang où c'est que des mailles endroits. Donc ça va beaucoup plus vite. Et ça fait cet effet de texture qui est très sympa. Donc vous tricotez les 2 côtes dos et devant à plat. Celle du dos est plus longue que celle du devant. Ensuite, vous les rejoignez en rond. Alors, petit tricks, petite astuce ici. Il y a une diminution ici, juste au moment où vous rejoignez en rond. Ce qui permet en fait que les côtes ne s'écarte pas trop. Voilà, c'était l'idée qu'elle reste quand je me tiens, si j'essaie, je ne peux pas me tenir normalement dans cette position, mais disons qu'elle tombe plutôt droit. Ensuite, on tricote le corps en rond avec ce motif de quadrillage. Donc c'est une alternance de rectangles en jersey brisé par un rang en vert, et le quadrillage est formé par ces lignes de points mousse où vous avez une nappe dedans. Et donc au niveau du motif, il y a une grille par taille. Le motif change par taille. J'ai fait le choix en gradant j'allais partir encore dans un délire. J'ai fait le choix d'agrandir les motifs plutôt que de mettre plus de carrés, parce que ça aurait pas eu une sélection de taille suffisamment correcte, et surtout j'avais un peu peur que sur les grandes tailles, le fait d'avoir plus de carrés, ça fasse vraiment super chargé et que ça fasse vraiment plus plein de petits carrés comparé aux petites tailles où il y aurait eu à peu près ce même effet. Donc je voulais garder un effet similaire en termes de design sur toutes les tailles. Du coup c'est pour ça que j'ai fait le choix de plutôt agrandir le motif. Donc il y a une grille par taille à cause de ça. C'est un motif qui est hyper facile, vous vous en doutez, c'est juste des gros carrés. Donc une fois que votre carré il est mis en place, vous voyez là, je suis sur le carré jersey, je vais faire du jersey. Vous comptez les rangs de mailles en vert que vous voyez sur le diagramme. Sur ma taille, il y en a 6. Voilà. Et comme ça, vous savez, hop, vous devez échanger. Les noppes, c'est ma technique de noppes c'est la technique de noppes que j'utilise partout. Ce sont les mêmes noppes que dans le chalet Melda, que dans le pull Atlantica. Je sais que beaucoup de monde tricote Atlantica à partir du magazine Pom Pom, Atlantica est un pull qui a été publié dans un magazine. Et du coup, il y a l'explication écrite des noppes. Parfois, vous avez un peu de mal. C'est toujours les mêmes noppes que j'utilise. C'est une technique de nopp qui se fait d'un coup. Voilà, il n'y a pas à aller en droit, envers, machin. Il y a une vidéo tutoriel dans le patron. J'ai vu, il me semble que c'est Christelle Nioul, sur Instagram, elle est en train de faire un très joli châle multicolore, et elle utilise en fait les mêmes noppes, sauf qu'elle les fait au crochet.
qui est la technique initiale, c'est comme ça que je les ai découvertes, sauf que moi le crochet, je ne suis vraiment pas à l'aise avec un crochet, je suis pas douée, c'est horrible, et du coup je vais aller très loin pour éviter d'utiliser tout type d'accessoires autres que mes aiguilles à tricoter. C'est pour ça que je fais pas mes torsades avec des aiguilles, etc. Je ne veux aucun accessoire autre. Et du coup, je fais ces nopes avec mes aiguilles à tricoter. Donc c'est comme ça que je l'ai fait dans le tuto. Mais si jamais vous voyez que vous seriez plus à l'aise avec un crochet, ça se fait très instinctivement. Vous trouverez chez Crystal Nioul le tutoriel pour le faire avec le crochet. Voilà, donc le motif est vraiment, ça monte très très vite. Aux emmanchures, on sépare le devant et le dos. On met quelques mailles en attente ici. Donc vous avez ici une espèce de fausse couture en jersey. Vous mettez ces mailles en attente pour l'emmanchure. Vous tricotez le devant et le dos séparément. On fait quelques rangs raccourcis ici sur l'épaule pour qu'elle reste en place, vu que l'encolure est assez large, comme vous le voyez. En fait, hop, l'encolure est très très large. Elle est relevée et tricotée avec des côtes brisées là aussi. Donc vous pouvez très facilement ajuster un encolure si vous la voulez plus serrée, plus petite. Si vous voyez que... alors, en fonction en fait de votre échantillon en rang, c'est très difficile d'avoir le même que moi. Si vous n'utilisez pas la même laine, tout ça, voilà, vous relèverez peut-être pas tout à fait le même nombre de mailles. Et c'est pas grave, voilà, vous pouvez adapter facilement. Parce qu'il suffit d'avoir un multiple de 2. Les manches. On relève les manches. Elles sont très larges, les manches, hein. Voilà, elles sont tricotées en jersey. Alors, je vous conseille de revérifier votre échantillon en jersey. Au cours du test, pas mal de testeuses se sont rendues compte qu'elles ont dû changer de numéro d'aiguille parce que elles n'arrivaient pas avec le même numéro d'aiguille à avoir le bon échantillon en motif. Parce que le motif, il est tiré un peu par les mailles en vert et les nopes et tout ça, par rapport au jersey qui est tout seul. Donc c'est noté dans le patron, vérifiez que vos manches, la taille de vos manches sera comme vous voulez. Elles sont prévues très larges, c'est très facile d'ajuster, vous relevez moins de mailles, ça se fait très facilement. Vous avez au-dessus de la manche un rappel du motif de point mousse avec les nopes. Et vous avez les diminutions de la manche qui sont faites ici, sur le dessus. Voilà. Et elle est diminuée tout du long jusqu'à avoir un poignet assez ajusté qui se finit en côte brisée, vous l'aurez compris. Pourquoi les diminutions ici? Parce que, alors c'est un truc que je me suis mis à faire, je l'ai fait aussi sur un autre modèle que vous verrez, enfin le pull en col V que vous avez vu la dernière fois. Je sais pas, je trouve que sur des gros pulls, le fait que ça, bon là, la manche ayant plein d'aisance et vu qu'on est sur un fil assez... qui a beaucoup de tenue, ça fait des plis. Mais je trouve que c'est plus harmonieux sur une épaule tombante quand on est sur une grande manche, que en fait elle tombe comme ça et que les diminutions se fassent là plutôt que là. Et aussi ça permet là d'avoir un peu plus de sentiment d'aisance sous le bras, ce que moi j'apprécie. Donc voilà, c'est rien de révolutionnaire, hein, c'est juste que je trouvais plus judicieux sur ce modèle de les placer ici. Et je trouve que au final ça fait une forme d'épaule tombante qui est plus affinée à ce niveau-là. Voilà, un petit peu pour la construction en général et quelques astuces qui se retrouvent aussi dans le patron. Il se tricote super vite parce que on utilise de la laine Aran ou voire Bulky. Moi j'ai utilisé la Cyrano de Dererum Natura, donc c'est vraiment le plus gros fil. Donc c'est un Merino non superwash cardé. Donc c'est un fil qui est
catégorisé à rang, mais il peut être beaucoup plus épais. Et j'ai tricoté moi le pull avec des aiguilles 5,5 mm. Et voilà, c'est quand même un tricot qui est dense, c'est un gros pull. Et ça monte vite, donc c'est chouette, mais avec ce fil de Cyrano, voilà, vous avez cet effet vraiment vêtement d'extérieur en fait. Voilà, c'est plutôt un pull que je vais mettre à la place d'un manteau, vous voyez, pour la mi-saison. Et là, il fait vraiment beaucoup trop chaud, je vais l'enlever. Comme ça, je vais pouvoir peut-être vous le montrer en le tenant. Et voilà, donc c'est vraiment un gros pull. Parmi mes testeurs, il y en a plusieurs qui ont choisi des fils très différents. Si vous voulez moins d'aisance, parce que c'est un pull, comme je vous le dis, du fait de ce fil qui est très qui est dense au final, le pull a beaucoup d'aisance pour mieux draper, mieux tomber, que ça fasse pas un bloc de carton. Moi, je le porte avec 30 cm d'aisance. Il y a certaines de mes testeuses, y compris des testeuses qui font une plus grande taille, qui l'ont fait avec autant d'aisance et ça rend très bien, c'est vraiment joli. Voilà, c'est pas parce que vous faites une grande taille que vous n'avez pas le droit d'avoir de l'aisance. Voilà, c'est une question de goût. N'imposez pas aux gens vos propres goûts, surtout s'ils sont conditionnés par certains impératifs de la société concernant la taille que vous devez faire. Mais voilà, si vous voulez de l'aisance, il n'y a pas de souci à prendre la Cyrano de Dererum Natura. En plus, je crois qu'ils ont sorti des nouvelles couleurs récemment en Cyrano aussi. Il y a un bleu foncé, je crois que c'est Tempête, qui est magnifique, c'est très beau. Et ça fait vraiment un gros pull d'extérieur qui est sympa. Vous voyez, le fait qu'il ait tant d'aisance, qu'il soit un peu lourd quand même, ça fait qu'il a un certain drapé, même à cause de sa lourdeur, malgré le fait que le mérino cardé, ça a vraiment une sorte d'élasticité, ça reste en place, ça ne va pas tomber de lui-même. Donc, si vous voulez beaucoup d'aisance, oui. Si vous voulez moins d'aisance, ce qui est tout à fait possible vu que les manches sont prévues très larges, si vous voulez prendre moins d'aisance, 15, 18 cm d'aisance, c'est tout à fait possible. Par contre, je vous conseille de prendre un fil avec un rendu plus léger que ça. Par exemple, j'ai des testeurs qui ont associé des fils comme la Plotulopie ou la Nutidène avec un fil de mohair et ça rend tellement bien, c'est super joli. Ça fait un pull qui est complètement différent, c'est vraiment marrant, hein. Pour le coup là, ça fait vraiment plus un pull que vous mettez doudou en intérieur, tout ça. Et donc avec presque moitié moins d'aisance, des manches qui sont moins larges au niveau du haut du bras, mais ça encore une fois vous pouvez le modifier. Mais le fait d'utiliser un fil plus léger, eh bien ça fait que ça tombe à peu près de la même façon, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit trop rigide. Voilà. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est que je vous déconseille de prendre un fil type Cyrano si vous voulez moins d'aisance. Voilà. Si vous voulez moins d'aisance, partez sur quelque chose de plus léger. Si vous voulez, la marque pour moi elle est à 25 cm d'aisance. Si vous voulez au moins 25 cm d'aisance, alors là je vous recommande la Cyrano parce que moi vous savez j'aime énormément les laines de Dererum Natura. Je trouve que voilà, et en plus ils agrandissent je ne sais pas parler, hein, qu'on soit bien d'accord. Dans un podcast précédent, il y a quelqu'un qui m'a très gentiment dit en commentaire que je disais souvent consistant à la place de constant. Alors, je sais pas dans quel contexte j'ai voulu dire l'un ou l'autre, mais c'est fort possible parce que je fais pas mal d'anglicismes. Voilà, c'est pas faute d'aimer profondément la langue française, mais quand on parle les deux, des fois il y a des mots qui se glissent l'un dans l'autre. Je vous rassure, c'est tout aussi le bazar en anglais, hein. Je fais des francicismes en anglais.
Et donc inversement. Mais oui, donc du coup, je ne sais pas parler. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, ils ont agrandi la palette de couleurs récemment et c'est vraiment un fil qui est hyper polyvalent. Vous voyez la définition, c'est hyper agréable. Et donc celui-ci qui est la version la plus épaisse, ça monte tellement vite, c'est hyper satisfaisant. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Là, les côtes brisées à l'envers, c'est joli aussi. Hein. Voilà. J'aime beaucoup, beaucoup sa définition. Sa légèreté, parce que oui, c'est un gros pull, mais si j'avais fait un pull comme ça, avec un Merino Superwash, déjà, il serait tombé sur mes genoux, qu'on soit bien d'accord, ça se serait ça se serait étiré comme ça, et ça n'aurait pas du tout eu la même tenue. Voilà, pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, je pense, le gros avantage de tricoter de la laine non Superwash, c'est que on a moins de mauvaises surprises au blocage. Alors, outre problème éventuel de feutrage, même si faut y aller pour feutrer de la laine, hein, quand même, faut le faire exprès. Hein. Si vous mettez quelque chose en machine à 60 et que ça feutre, eh ben oui. Par contre, quand vous l'avez à la main ou si vous avez repéré un programme de votre machine à froid, hein, parce que en fait le problème de mettre des tricots même à un programme laine, si vous avez un programme laine, ou de les mettre à 20 ou 30 degrés, c'est pas la chaleur qui feutre la laine. Les teinturiers, quand ils teignent la laine, ça bout, hein. Enfin ça bout, ça bout pas, mais c'est chaud pour que la couleur absente. On peut teindre à froid, hein, mais c'est long. Mais la plupart des teinturiers, bah, on fait chauffer. Ce qui feutre la laine, c'est le choc des températures, voilà, de passer de chaud à froid. Et là, la différence n'a pas besoin d'être énorme. Si vous passez de 30 degrés à 0, voire moins, c'est là qu'il y a un risque. Et parfois, certaines machines à laver, moi je ne sais pas, ma machine à laver, si elle chauffe l'eau de rinçage, je ne pense pas, parce que ça me paraît un peu bizarre. Mais voilà, imaginez que vous mettez un tricot même à 20 degrés dans votre machine à laver, l'eau de rinçage, si elle est froide, si elle vient de dehors et que c'est l'hiver et qu'elle est glacée, voilà, là il y a risque. Donc si vous mettez vos tricots en machine, je conseillerais plutôt de faire complètement froid. C'est ce que font la plupart des gens, y compris les gens un peu fous, qui mettent la Holzgarn Super Soft en machine. Je plaisante parce que ça rend vraiment bien. Mais voilà, on peut tout à fait mettre de la laine non Superwash en machine si on sait ce qu'on fait. Si vous les lavez à la main, de toute façon, à moins que vous soyez très très fâché à ce moment-là pour la feutrer, voilà. Et si vous êtes raisonnable dans votre manipulation, voilà, si vous vous amusez pas à mettre de l'eau chaude, puis de l'eau froide, puis de l'eau chaude, puis de l'eau froide, ça ne feutrera pas. Et ça ne va pas bouger tant que ça en termes de longueur. Alors que un fil Superwash, moi j'ai beaucoup de mal à faire des gros pulls en fil Superwash parce que je me méfie beaucoup de leur capacité d'étendage qui parfois fait une mauvaise surprise. Voilà. Donc la Derrière Natura, c'est génial. Et voilà pour le pull. J'ai dit son nom. Ai-je seulement dit son nom? Donc c'est le pull Loubelle, voilà, qui se tricote très vite, qui moi m'a beaucoup amusé avec son quadrillage, avec ses noppes. Vous pouvez faire sans noppes, hein. Il y a des gens qui ont fait sans noppes. Le motif est dans le dos aussi, je sais pas si j'ai montré. Voilà. Et ça, vous avez l'encolure du dos qui est plus haute, évidemment. Enfin, évidemment non, mais là c'est le cas. Donc vous pouvez faire sans les noppes. Mon amie Anne-Lise, qui est résolument anti-noppes, a fait une version juste en laissant le point de mousse là, et c'est très très joli aussi, c'est tout à fait charmant. Et voilà.
Voilà pour Loubelle. J'espère qu'il vous plaît. Si c'est le cas, donc il est dispo comme toujours sur Ravelry, sur Payhip. Et sur Ravelry, il y a une petite réduction pour le lancement. Donc c'est moins 15% avec le code Loubelle. Comme tout le temps. Est-ce que vous en avez marre que je répète les mêmes choses? Moi oui. On m'a dit que je me répétais pas tant que ça, mais que je divaguais, et du coup ça allait. Je suis pas forcément d'accord, j'ai l'impression de me répéter. Je ne sais pas. C'est bon. Assez parlé de Loubelle. Je vais passer à un projet fini, et du coup je vais me rhabiller. Est-ce que j'avais ouvert les... Oui. Qui est un test que vous avez vu ici, je crois, en début d'année. Un test que j'ai fait pour Nadia. Donc Nadia Crétin-Lechen, qui est une designeuse, pourquoi je la présente, suisse, que vous connaissez peut-être. Et donc je m'étais inscrite sur sa liste de tests, parce que j'aime bien tester pour d'autres designers et les mettre super mal à l'aise. Mais je sais pas, moi j'aime bien quand d'autres designers testent pour moi, ça m'arrive pas souvent. Mais j'ai remarqué que souvent ils prenaient beaucoup de pincettes avec moi et c'est particulier un peu faire des tests, et quand vous faites un test, si vous avez le sentiment que le designer n'accepte pas vos remarques, c'est pas bon, hein. Et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens, en particulier des gens qui designent, les rares fois où j'ai eu des designers parmi mes testeurs, qui prenaient énormément de pincettes quand ils me faisaient un commentaire sur mes tests, et surtout quand je leur réponds et que j'explique pourquoi je fais les choses d'une certaine façon, ils pensent que je sais pas, ils ont peur de m'avoir vexée, mais je me vexe pas facilement, hein. Et non, en fait, c'est le but de donner son avis, quel qu'il soit, et de poser des questions, surtout parce que, oui, peut-être 2 fois sur 3, il y a une raison à pourquoi je fais les choses d'une certaine façon dans le patron, et juste, je vous l'explique tout simplement pour que ce soit clair. Et parce qu'on discute, c'est le principe du test, de discuter et d'échanger. Et voilà, parce que je peux faire les choses d'une certaine façon, et vous, le fait que vous allez questionner ça va me... Tout le temps, hein. Même quand je vous réponds du tac au tac, non, je fais comme ça. Même quand je vous réponds ça, je réfléchis quand même. Je me mets en question, je me dis, est-ce que il y a pas peut-être moyen d'arranger, de faire autrement, voilà. Donc c'est tout à fait valide. Et moi, en tout cas, quand je teste, j'essaie toujours de dire tout ce que je pense, les coquilles que je relève certes, mais aussi je donne une impression générale de ce que je pense des instructions, tout ça, et j'espère en tout cas pas mettre mal à l'aise les designers, parce que quand on me fait ça à moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Mais bon, j'ai compris que des fois, en discutant avec certaines personnes, j'ai compris que j'avais peut-être une vision du test qui n'était pas partagée. Mais bon, tant pis. Je vais y arriver, hein. Donc, je suis sur la liste de tests de Nadia. Et fin décembre, il me semble, elle avait fait un appel au test pour ce gilet, qui est le gilet Ferndale, qu'elle a publié sur Ravelry. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, il est déjà publié, ça aurait été la semaine dernière. Au moment où je vous parle, c'est dans 2 jours. Et donc, il s'agit d'un gilet en torsade, col V. Oui, je sais. On n'arrête plus le col V. Et alors... je l'ai testé parce que j'avais dans mon stash ceci. Alors c'est encore une fois de la Dererum Natura. Cette fois-ci c'est la version Gilliatt. Donc c'est la version un peu plus fine qui est plus worsted. Et j'avais cette couleur qui est merlot. Et alors c'est pas bon, la couleur là c'est un peu trop clair. C'est plus foncé que ça. Mais j'avais ça dans mon stash et
depuis un moment. Je les avais commandés pour faire un design, mais je n'avais pas d'idée. Je n'arrivais pas, je ne me voyais pas trouver le bon modèle, le bon motif qui serait mis en valeur par cette laine, vu à quel point elle est sombre. Donc là, on dirait pas, mais je vous jure qu'en vrai, elle est sombre, et j'avais peur de pas réussir, parce que quand on fait un modèle, oui, moi j'aime beaucoup les tricots sombres. J'aime beaucoup les tricots en noir. Là, c'est un peu plus la vraie couleur. Là. J'aime beaucoup les tricots sombres, le noir, le bleu marine et le bordeaux très foncé. Je m'empêche un peu de designer dans ces couleurs, uniquement dans ces couleurs, parce que je sais que après les gens voient pas le détail du modèle et c'est pénible. Voilà, en fonction de la luminosité de nos écrans, parfois on voit rien et voilà. Et je sais que tout le monde n'a pas le réflexe quand on voit une photo qui nous paraît très très sombre d'augmenter la luminosité. Donc voilà. Donc quand j'ai vu cet appel au test, je me suis dit, bah, je vais utiliser ces pelotes comme ça parce que ce gilet est magnifique. Donc le gilet est prévu en Gilliatt. Donc je vous en avais parlé quand je l'avais fait. L'avantage de la Gilliatt, c'est elle a 3 brins. Donc c'est un fil qui est très rond, qui fait super bien ressortir les torsades, puisque ça fait vraiment un effet de relief. Donc c'est un gilet raglan qu'on commence par le bas ici. On forme le col V en faisant une maille glissée tout du long. Vous mettez en place le panneau de torsade et donc vous avez une grille par taille avec le panneau de torsade ici sur le raglan qui est bien formé, donc c'est très facile à suivre. C'est uniquement en grille, hein, donc voilà, vous avez les grilles qui sont pré-gradées. Vous n'avez pas à deviner comment insérer les nouvelles mailles. Tout est, voilà, c'est vraiment du tout cuit. C'est très très agréable à suivre. Les torsades sont très simples, hein. Vous avez plusieurs motifs. Vous avez ce motif ici qui est un motif que j'aime beaucoup, qui est en fait, vous faites passer une maille là, vous faites un jeté, ça fait une espèce de fausse torsade. Vous avez cette torsade de tresse. Et vous avez celle-ci. Et celle-ci, je me suis rendu compte, parce que je m'en étais pas aperçue. Attendez, je vais vous le prendre. C'est presque la même torsade que ce que j'ai utilisé pour mes modèles Oceanborn. Donc ça, c'est un bandeau que j'ai publié en janvier. Mais en fait, j'ai pas du tout tiqué parce que, en fait, moi, ce motif-là, je l'ai trouvé et pensé comme ça, séparé. Et du coup, moi, dans mon modèle, je les ai collés, mais il y a une maille en vert au milieu. En plus, la grille est pas dans le même sens. Mais en fait, c'est la même torsade. Et du coup, oui, j'ai compris pourquoi j'ai complètement craqué sur ce modèle. Parce que cette torsade est vraiment hyper jolie. Avec une espèce de système de torsade dans la torsade. C'est très facile à faire, c'est très sympa. Une fois que vous avez fini le raglan, vous avez un diagramme qui fait seulement 8 rangs à répéter. Ça va tout seul, c'est vraiment très chouette. Ensuite, vous faites des manches légèrement ajustées, des petites côtes. Vous relevez la patte de boutonnage. Alors, je sais qu'il y a des gens anti-relevage. Je lisais le post de Rachel Saziepa, qui a aussi testé ce modèle. Et qui disait qu'elle aimait vraiment beaucoup relever les pattes de boutonnage parce que ça ajoutait de la structure. Et oui, hein, à chaque fois que vous faites quelque chose qui mimique une couture en quelque sorte, donc de relever des mailles, de faire un rabat, tout ça, ça solidifie un peu le tout. Et Rachel a utilisé un mélange de DK et de mohair et du coup c'est beaucoup de drapé. Donc ça, le fait de relever les mailles, ça permet un petit peu plus de solidité et de durabilité. Mais là, comme vous avez des mailles glissées, c'est très facile à relever, hein, il n'y a pas de souci. Donc vous faites la patte de boutonnage. J'ai finalement trouvé ces boutons. J'ai beaucoup hésité. J'avais des petits boutons noirs avec un motif. Et j'en discutais avec Rachel et avec d'autres gens.
Et tout le monde me disait qu'il préférait les noirs et moi aussi. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, avec le petit motif, c'était dommage, mais en fait, je pouvais juste trouver des boutons noirs tout simples. Et c'est ce que j'ai fait et ça rend vraiment bien. Je suis super contente. Je porte jamais mes gilets fermés. Et en fait, celui-là, je trouve qu'il rend bien fermé aussi, en fait. Donc, il est fort probable que je le porte des deux façons. Et voilà, je suis très contente. Pourquoi je mets des R partout? Ah, je suis très contente. Un petit peu des anges, tout ça. Il est vraiment... ça coule tout seul à tricoter. Le dos est tout en jersey, hein. Il n'y a pas de torsade dans le dos. Il est... voilà, si vous avez envie d'un gilet à torsade, ce sont des torsades simples que je pense tout à fait accessibles à des gens qui n'ont jamais fait de torsade. Ça se tricote en worsted, donc ça va plutôt vite. Et voilà. Et je suis très contente du résultat et d'avoir pu le tester. Et voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense. Je pense avoir tout dit. Je reprends mon souffle. Je vais le garder. Ce qui tient moins chaud que... du coup, la Gilliatt tient moins chaud que la Cyrano, c'est normal. Elle est moitié moins lourde. Voilà, j'ai déjà dit plusieurs fois, moi les torsades en non superwash, j'adore. Ça a ce côté un peu flou, mais en même temps, voilà, ça a un aspect un peu plus naturel que les torsades en non superwash qui parfois ont une brillance en plus et du coup ça, c'est pas du tout le même rendu. Voilà, c'est fini pour mes projets finis. Je vais passer à mes encours et je vais vous montrer un nouvel encours que j'ai monté contre toute logique. Parce que l'idée voudrait que je sois en train de tricoter mes designs de printemps-été. Ça va arriver, mais j'avais envie de faire une petite pause pour un peu m'aérer l'esprit, sorte de nettoyage d'inspiration en quelque sorte. Et j'avais acheté il y a quelques mois sur Laine des Îles, donc qui est une boutique qui vend beaucoup de fils non superwash très intéressants qui viennent de Scandinavie ou des îles britanniques. Et il y a quelques temps, en fait, quand quand sur la boutique de Laine des Îles est arrivée cette laine, elle a posté, donc Yasmine, qui est la propriétaire de la boutique, a posté une photo qui mettait ces 4 couleurs ensemble. Donc il s'agit de la laine Vardé, qui vient de la filature Hillesvag non, on va juste dire Hillesvag, hein, qui est une très vieille filature norvégienne. Ils ont plusieurs gammes de fils. Si j'ai bien compris, en fait, il y a deux gammes. Il y a une gamme qui est du Lambswool, donc qui est les toisons les plus fines de leur mouton Pensoul, je ne sais plus, Pelsoul, je crois que c'est ça le nom du mouton, qui sont les toisons les plus fines. Donc il y a une gamme comme ça, et il y a une gamme qui mélange ça avec un peu de Gotland, si j'ai bien compris. Et donc à chaque fois, vous avez différents poids de laine. Vous avez de la fingering, vous avez de la DK et de la Aran. Et voilà, quelque chose comme ça. Et ce qui est un peu problématique, c'est que parfois, la même laine a 2 noms différents parce que vous avez les couleurs naturelles et les versions teintes. Bref, on s'en mêle un peu les pinceaux. La Vardé, c'est une qualité Aran qui a 200 mètres au 100 grammes et qui est ce mélange de Gotland et de moutons de laine fine Pelsoul. Je crois que c'est ça. J'aime bien le petit bateau de pirate. Pardon, c'est pas du tout censé être un pirate, évidemment c'est censé être un drakkar, mais vous avez compris. Parce qu'au final, les Vikings, c'est pas juste des pirates qui font la piraterie sur Terre et qui après repartent dans leur bateau. On peut débattre.
me faire insulter tous les fans de Vikings. Et donc elle avait ces 4 couleurs en photo. Non, viens. Alors c'était pas exactement ces 4 couleurs. Je crois, parce qu'elle n'avait plus en stock une des couleurs, je crois que c'est celle-ci. Elle a mis une photo avec 4 couleurs comme ça. Et je trouvais ça trop beau. Et l'association me plaisait énormément. J'avais très envie de tester cette laine. Mais elle n'avait pas en stock une des 4 couleurs de la photo. Et du coup, j'ai essayé de reconstituer quelque chose avec des couleurs similaires. Et je suis arrivée à ça. Donc on a ce bordeaux qui est absolument magnifique. Et vous voyez en fait le pourcentage de Gotland à l'intérieur. Donc le Gotland qui est un mouton des îles Gotland qui grisait, un peu argenté en fait. Et ça, alors c'est une fibre qui gonfle énormément et qui a un aspect un peu métallique. C'est une fibre qui est très... Tu ne veux pas faire le point. C'est une fibre qui est... Moi je ne la trouve pas piquante du tout, mais elle a un... Comment dire? Elle a un toucher un peu dur, un peu bizarre. C'est vraiment très particulier. On a vraiment l'impression de... Vous savez, si vous avez déjà tenu des fils en lurex ou des choses comme ça, il y a une dureté dans le Gotland que moi je trouve très intéressante et qui lui permet d'avoir une brillance tout à fait particulière. Ça c'est le bordeaux. Vous avez un espèce de... Oula. Vous avez un espèce de marron un peu verdâtre. Alors c'est moins vert que ça. Hein. Tu te calmes, le soleil, à faire des reflets bizarres. Voilà, c'est un peu plus comme ça. C'est... Alors je crois pas que ce soit une couleur naturelle ça. Mais voilà. Vous avez pour le coup là un vrai vert un peu jaune, un peu... Oui. Et enfin... qui a surpris personne, du rouille. C'est tellement joli. Et donc j'avais envie d'associer ces 3 couleurs et je suis d'une humeur patchwork, c'est-à-dire j'ai envie de faire tout et n'importe quoi. Et j'ai très envie de faire des modèles un petit peu... voilà, qui mélangent différentes textures, qui mélangent différentes couleurs de manière... aléatoire ou quasi aléatoire et vraiment que ce soit sympa à tricoter. Peut-être que c'est pas le truc le plus minimaliste, le plus classe au final, mais que ce soit marrant à faire et que ça permette d'essayer plein de différentes techniques. Et je me suis dit là j'avais envie de faire un châle, j'avais envie de faire un châle en hareng avec ces 4 couleurs. Et alors je vais vous le montrer, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. Parce que si je le fais maintenant, il va sortir en mai. Si je le fais tester maintenant, il va sortir en mai et c'est vrai que c'est pas forcément très grave parce que les modèles ne disparaissent pas après 2 semaines. Quoi. Donc il sera toujours là à l'automne-hiver, mais c'est en question de visibilité. J'ai remarqué que quand je sortais des modèles qui étaient vraiment hors saison, j'avais l'impression que personne les voyait. Et du coup, c'était dommage parce que quand c'était la saison, les gens, ils savaient pas forcément que ces modèles existaient. C'est arrivé à plusieurs reprises qu'après, soit je porte un modèle comme ça que j'avais sorti de manière complètement décalée et que les gens me demandent « Ah, c'est quoi? Je l'ai jamais vu. » C'est normal parce que je l'ai sorti en juillet et que personne n'a voulu le partager. Du coup, je sais pas quoi en faire. Je vais peut-être le garder un petit peu sous le coude et je le mettrai en test que cet été pour qu'il sorte à l'automne. Je pense que c'est la chose la plus raisonnable à faire. Je suis désolée. Mais j'ai aussi l'option de le donner à mes Patreons. En attendant, disons. J'y réfléchis, je ne sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. C'est une possibilité. Vous avez eu un... Ma règle,
c'est déjà que j'écris. Alors, normalement, quand je fais un patron, je le planifie quand même à l'avance. C'est-à-dire, je fais pas tout, mais je planifie l'essentiel et surtout, j'écris globalement les chiffres, tout ça, sur mon ordi, tout ça, tout est fixé. Là, je suis partie complètement différemment. Je me suis dit, je monte mes mailles, je choisis un point, je fais ce point. Quand j'en ai marre, je cherche un autre point. Donc, je n'ai pas du tout, je ne sais pas quel point je vais faire après, tant que je n'ai pas fini la section et que je n'ai pas cherché. J'essaie du coup de faire un arrangement de couleurs et de points qui s'enchaînent harmonieusement, mais c'est fait de manière très organique et ça fait beaucoup de bien. C'est pas quelque chose que je fais souvent. Je me laisse quand même une grosse part de liberté dans mes designs si quand je fais un pull, j'ai pas encore fait les manches et que au moment de commencer les manches, je me dis en fait, je vais faire quelque chose de complètement différent, je le fais. Je suis quelqu'un qui me donne beaucoup de liberté dans le façonnage de mes designs. C'est pour ça que j'écris en même temps en général, mais pas à ce point. Là, c'est vraiment hyper libérateur. Juste, voilà, j'ai monté mes mailles. J'ai monté mes petites mailles ici avec la couleur bordeaux. J'ai décidé que je voulais une bordure en I-cord, vous voyez ici, et de l'autre côté, c'est la bordure qui augmente. Et je vous montre l'endroit ou l'envers, là, qu'est-ce que je fais? Non, c'est bon. Et j'avais envie de commencer le châle avec quelque chose de tranquille pour faire une pointe qui soit moelleuse et qui soit texturée, mais facile à faire. Donc j'ai juste fait une petite alternance de maillon droit, maillon vert, là en quinconce. Oui, en fait, c'est du point de blé élargi en quelque sorte. Voilà, j'ai envie de faire ça. À un moment, j'en ai eu marre. Et je me suis dit, allez, je cherche mon prochain point. Et voilà, j'ai juste le premier truc qui me vient. Je me dis, je tente ça. Ce qui fait que chaque section, à partir de là, chaque section, j'ai dû la recommencer 3-4 fois minimum, parce que je changeais d'avis sur l'agencement des couleurs. Je me suis rendu compte que j'avais pas bien commencé, parce que c'est ça aussi l'avantage de planifier, c'est que j'ai un esprit qui est assez mathématique et qui j'arrive bien la plupart du temps. Parce que des fois, il y a des coupures électriques là dans mon cerveau et ça ne marche pas. Mais la plupart du temps, j'arrive bien à visualiser comment les choses vont tomber. Donc, pour la mise en place d'un motif, souvent il faut un premier rang plein pour pas que ça brouillonne avec le motif précédent, que ça fasse un truc moche. Sauf que là, comme je fais un peu, allez, on y va, on s'en moque, oh ce point il est joli, allez on le fait. Souvent je tricote une ou deux répétitions du motif et je regarde et je me dis je peux mieux faire. Je peux le faire de façon plus propre. Et du coup je rétroplane un peu, je fais mon planning à l'envers. Ça pourrait paraître un peu décourageant comme ça, mais en fait, comme c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, ça me fait beaucoup de bien et juste voilà, je fais mon truc et j'imagine plein de choses et ça bouillonne d'idées. Et j'en suis à combien de points là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pas fini. Là, il y a 8 sections différentes dans le châle, plus ou moins grandes. Et à chaque section, voilà, les points sont très simples. C'est une autre des règles que je me suis fixée. C'est que je voulais des points qui soient simples et petits. Des petites répétitions pour que ce soit facile à intégrer et que ce soit amusant mais pas complexe et que une fois qu'on ait fait une ou deux répétitions, on puisse continuer la section sans avoir le nez comme ça sur le patron. Et du coup, une fois que j'ai intégré le motif et qui me plaît, du coup, j'avais le cerveau qui bouillonnait et qui disait j'aime vraiment ce point-là, je pourrais le faire en pull. Je vais vous les montrer lesquels j'ai envie de réutiliser. Mais bon, bref, c'est hyper sympa, je suis ravie de ce projet. Et donc, mon deuxième motif, c'est ça. Donc là, j'utilise le vert et le rouille.
La lumière est pas très... donne pas bien sur les couleurs, mais ça fait très automnal. Et ça, c'est de la brioche, entre guillemets. En fait, c'est une seule maille de brioche. Je sais pas comment vous dire. Donc la brioche, quand vous faites de la brioche, vous savez, vous glissez une maille et vous mettez un jeté par-dessus cette maille. Et l'idée de la brioche, c'est d'alterner quelle maille on tricote et quelle maille on met avec un jeté. Et sur les rangs d'après, on tricote la maille avec son jeté. D'accord ? Là, l'idée de ce point, c'est qu'on fait que rajouter des jetés sur la même maille pendant 3-4 ans, en fait. Donc, il y a une seule maille brioche, le reste, c'est des mailles endroit ou des mailles envers, peu importe, et on remet des jetés tous les rangs. Donc, en fait, on se retrouve à un moment avec une maille qui a 3-4 jetés sur elle, et à la fin, enfin, on la tricote, et vous voyez, c'est cette maille-là, par exemple. Et en fait, ça la fait monter, et ça, c'est hyper intéressant. C'est pas de la brioche traditionnelle, mais c'est le même principe, et c'est hyper chouette. L'envers aussi est plutôt sympa. Le point, normalement, c'est l'inverse. Vous voyez, là, typiquement, ce point-là, j'ai vu l'endroit, et en fait, je me suis dit, mais moi, je préfère l'envers. Et du coup, j'ai dû refaire un petit peu et bidouiller pour réussir à avoir l'envers du point sur l'endroit de mon châle. Voilà, parce que je trouvais le quadrillage plus joli. Après, ça, c'est très chouette aussi, hein, y a pas de souci. Mais c'est plus... Voilà, ça fait des rayures, quoi. Mais c'est très sympa, hein. Texture dans ça, le moelleux de la brioche et tout, c'est chouette. Je trouve ça beaucoup plus amusant que de la brioche traditionnelle. J'aime bien la brioche. J'en ai pas beaucoup fait, mais j'en ai fait. Et même la brioche avec des motifs classiques, c'est-à-dire où on augmente et on diminue les mailles pour former des trucs comme ça, ça me lasse un peu en fait. Et j'ai pas trouvé le modèle que je veux. Je sais quel modèle je veux, mais elle veut pas le sortir. Non. Peut-être qu'il faudrait juste que je lui demande. C'est Marie-Amélie qui a un pull avec des feuilles de brioche qu'elle a fait comme ça, et elle a fait en gris et en noir, et c'est trop beau, et je veux faire ce pull, et elle l'a pas encore mis en test, il me semble. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est le modèle que je veux faire en brioche. Bref. J'en ai fait d'autres, mon pull roture que j'aime énormément, qui a un motif de brioche qui fait des branches comme ça. C'est sympa, mais en faire beaucoup sur tout un projet, non. Par contre, ça m'amuse tellement. C'est tellement rigolo, parce qu'en fait, voilà, il y a juste cette maille-là où on empile, voilà, et en fait, c'est très mécanique, parce que vous voyez la maille arriver et du coup vous dites, ah bah j'empile un nouveau jeté, et après vous faites maille en droit, maille envers. C'est très simple à faire, mais je sais pas, il y a un côté moins régulier. Il y a une mécanique qui fait que le point se retient très facilement, mais c'est pas suffisamment répétitif pour que ça passe comme du jersey ou du point mousse. Et moi, c'est un peu ça mon problème avec la brioche, c'est que la brioche classique, je la tricote comme je la tricote du jersey ou du point mousse maintenant. Et du coup, j'ai pas cet amusement que j'aimerais avoir. Voilà. Et je me dis peut-être qu'il faut que ce soit une histoire de couleur, tout ça. Je réfléchis, je cherche, je regarde d'un œil très intéressé les nouveaux modèles en brioche qui sortent. Mais voilà, je cherche quelque chose de neuf. Et ça me plaît beaucoup parce que c'est entre la brioche et de la maille glissée et tout ça. Prochaine section, je me suis dit un petit peu de dentelle. Et donc disons que c'est la partie la plus complexe du châle pour l'instant. Il y a une grille pour pouvoir bien mettre le motif de dentelle sur la bordure. Mais c'est une dentelle toute simple, hein. Voilà, ça fait des chevrons comme ça. Je pense que ce sera le seul motif que je vais répéter, puisque j'aimerais finir le châle avec ce motif. Voilà. Je voudrais que la fin du châle, ce soit en marron, le motif de dentelle, jusqu'à ce que j'ai plus de laine.
Voilà, je pense que ce sera le seul motif qui sera répété, sauf si je change d'avis, mais pour l'instant c'est ça. Vous voyez, sur les côtés, j'ai continué ma bordure en I-cord, et donc il y aura une façon de changer les couleurs particulières, où en fait, avant de changer de couleur, vous tricotez les mailles de la bordure d'abord dans l'ancienne couleur, avant de passer à la nouvelle couleur. Ce qui fait que avant de couper la couleur précédente, il faudra faire le premier rang de la section, enfin les premières mailles sur le premier rang de la section d'après. Mais tout ça sera expliqué dans le patron, bien sûr. Après la dentelle, j'avais envie d'un petit peu de côte texturée, donc j'ai fait ça. J'ai bidouillé quelque chose, un peu improvisé. En fait, c'est des côtes à demi brisées, mais là, il y a une maille torse. Je trouve ça sympa. Je pense que ça rendrait plutôt bien avec du mohair. Vous savez, un pull tout avec ce point. Parce que c'est pas... Bon, c'est des côtes, mais il y a plus de mailles endroit que dans des côtes, en quelque sorte. Bref. Et alors là, le point d'après. Gros coup de cœur sur ce point. C'est un peu le même principe de fausse brioche que le premier que je vous ai montré. Sauf que c'est sur plus de rangs, donc la maille brioche, elle a 6 brins à la fin. Et il y a un effet tweed parce qu'après on fait des mailles endroit sur l'envers et ça... Regardez. Ah, je suis dégoûtée parce que les couleurs ressortent pas bien. Attendez. Non, j'arrive pas à vous montrer. Les couleurs sont pas très jolies, mais je vous promets, c'est plus joli que ça. Mais je suis hyper fan de cet effet. Ça fait... En fait, c'est du tweed et de la brioche en même temps. Parce que vous avez des petits... En fait, il y a 3 couleurs, là. Voilà. Et vous avez la maille brioche qui est celle-ci, là. Celle-là, que vous voyez. Le reste, c'est juste des mailles en vert. C'est hyper simple à faire. Ça se fait... c'est 3 mailles. Donc voilà, vous avez une maille brioche, ou que vous glissez, et vous remettez un jeté à chaque fois. Les autres, c'est des mailles en vert. Vous faites ça sur 6 rangs. Et après, vous bloquez la maille brioche en la tricotant. Et ensuite, avec une 3e couleur, vous faites un rang endroit sur l'envers et ça vous casse la couleur. Vous savez, comme quand vous changez de couleur sur l'envers et que ça fait là, par exemple. Vous voyez ça, là? Cette jonction de couleurs. Et ben ça, en fait, ça se retrouve sur l'endroit là et ça fait cet effet un peu tweed que je trouve trop beau. C'est hyper sympa à tricoter, j'étais absolument fan. Et j'ai très envie de faire un pull tout avec ce point. Et je pense que voilà, il faut que je trouve les bonnes couleurs pour le faire. Et je suis fan. Je le trouve très sympa. C'est mon préféré, c'est mon point préféré pour l'instant. Ensuite, on arrive à peu près à la fin. Hein, voilà, à peu près à la fin. J'ai voulu réutiliser un petit peu de bordeaux. J'ai fait des côtes brisées, toutes simples, voilà. Ensuite, petit insert de point mousse tricolore. Voilà, avec le brun, le rouille et le vert. Ici. Comme c'est très chargé, j'ai fait juste une petite bande et je suis passée à la section que je suis en train de tricoter en ce moment. Nous avons atteint le point NOP. Voilà. Évidemment, à un moment, c'est revenu et j'ai fait des NOP. Je suis désolée. Mais je vais en faire que 2 rangs. En fait, voilà, je fais du jersey en marron et j'ai inséré des petites noppes en vert et ensuite j'ai fait un rang endroit mais sur l'envers avec la même couleur que les noppes pour que ça fasse un petit liseré d'une couleur en fait. Voilà, bon, bref. Je pense que je vais refaire ça une fois. Ouais, ça va suffire, je pense. Je vais alterner... je vais faire plus de... Oui, je pense que je vais faire un petit peu plus de
de Jersey. Je réfléchis en même temps. Je ne sais pas. Entre les deux round-up. Je ne sais pas. Voilà. Et je ne sais pas ce que je fais après. Je ne sais pas ce que je fais après. Je vais plus utiliser le Bordeaux jusqu'à la fin. Peut-être que je ferai un rabat en I-cord avec le Bordeaux. Pour finir le châle avec la même couleur que celle avec laquelle je l'ai commencé. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. Il faut que j'utilise le vert. Il faut que j'utilise encore une fois pas mal le vert, puis le rouille, avant de passer à la dentelle en marron. Et comme je vous dis, peut-être le rabat en bordeaux. Bref. Je vous ai tout montré décortiqué là, mais si j'essayais de vous le montrer dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. Attendez. On fait que faire de l'escalade ici. Hop. Voilà un peu ce que ça donne pour l'instant. J'essaie de pas trop charger en fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que j'essaie de faire. J'essaie d'alterner grosses sections et plus petites sections. Parce que je me dis si je fais que des toutes petites rayures de textures différentes, ça... Qu'est-ce que c'est joli. Je suis ébahie par ce design. Je vous en avais parlé hein, d'autres fois que c'est très rare que sur mes propres modèles, j'ai ce sentiment de oh, c'est beau. Et là je l'ai. Je suis absolument fan de tous ces points de cette laine qui est un bonheur. Alors moi je la porte près du cou sans souci, mais ça a une texture qui est si riche, ça rend les couleurs avec une brillance absolument magnifique, ça va gonfler au blocage, ça va être un bonheur. Ah, je suis hyper contente. Qu'il est déjà plutôt grand, hein. Comme je vous le dis, c'est une laine hareng, voilà, il est déjà là, pas bloqué. Et j'ai pas fini. Il va y avoir au moins une section aussi grande que ça encore de dentelle à la fin, je pense, si j'ai assez de laine. Donc c'est de la hareng, donc voilà, ça va faire un gros châle, mais ça va être tellement joli. Voilà, je m'auto-jette des fleurs, mais je suis absolument ravie du processus de ce design de la laine. Donc j'ai pris un écheveau de chaque. Je vais faire très attention à me garder un reste, parce que je sais qu'en fonction des échantillons de chacun, on peut utiliser plus ou moins de laine. Et donc, je préfère, par sécurité, moi, avoir un petit peu de reste. Comme ça, je sais que vous, potentiellement, vous n'aurez pas besoin d'acheter plus d'un écheveau de chaque couleur. Je sais plus à quel prix. C'est pas cher, ce genre de fil. J'ai envie de dire que c'est à 7 ou 8 euros les chevaux, mais je me trompe peut-être complètement. Peut-être que je confonds avec autre chose. Mais voilà, c'est un fil qui est très beau. J'ai une autre qualité de cette marque latine qui est de la Deka, avec laquelle j'avais envie de faire un pull. Mais là, ouais, toujours plus grand les châles. Hein. Les châles, voilà, qu'on soit bien d'accord, pour moi les châles c'est la bonne excuse pour sortir avec une couverture, en fait. Voilà, c'est à ça que servent les châles. On ne peut pas décemment aller dehors avec sa couette, mais avec un châle, on a la même sensation, tout en étant plus ou moins présentable, en fait. Mais je trouve ça trop beau. J'espère vraiment que ça vous plaît aussi. J'ai mis une photo sur Instagram où vous voyez juste les couleurs et la photo a beaucoup plu. Et du coup, j'ai un peu la pression. Je me dis, oulala, mais en fait, j'ai très peu montré le modèle. Je l'ai montré dans mes stories un tout petit peu. Je l'ai montré à 2 personnes. Et mais du coup, voilà, j'ai un peu peur d'avoir surhypé le truc et que les gens aient des attentes et qu'au final ça vous plaise pas et que vous trouviez ça immonde. Mais moi j'adore. J'adore, je trouve ça, je suis fan. Je suis fan, je sais, il va peut-être falloir attendre des mois avant de la voir.
Dites-moi ce que vous en pensez. Mais me dites pas que vous le voulez en mai pour après l'ignorer complètement si je le sors en mai. Hein. Je vous tiens, hein, parce que des fois vous me dites oui, on veut ça, et après, quand je sors le truc, il y a personne. Mais je plaisante bien sûr, je sors pas des modèles pour que... Si, j'allais dire je sors pas des modèles pour que vous les achetiez. Pire stratégie marketing de l'univers. Non, ce que je veux dire, c'est que... Ouais, c'est un peu ce que je vous disais quand on sort un... Je sors tellement de modèles. Dans ma tête, l'idée, c'est de mettre à la disposition toutes les choses que je suis capable de faire. Et je ne conçois pas que tout le monde achète tous les designs... Enfin, comment dire, même les modèles des designers, même les designers dont j'aime tous les designs, je vais pas acheter tous leurs modèles. Et c'est un peu ça que je me dis, en fait. C'est moi j'aime beaucoup de choses différentes. J'aime bien faire des torsades, j'aime bien faire des textures, j'aime bien faire de la dentelle. Des fois j'aime bien faire du jersey plutôt simple, hein, des basiques. J'adore le jacquard. Mais réalistement, je sais que certains d'entre vous aiment pas le jacquard, certains d'entre vous ne tricotent pas de vêtements, d'autres pas d'accessoires. Et du coup, pour moi, ça n'a pas de sens de partir du principe que parce que je publie un modèle, toute ma communauté doit se jeter dessus et qu'il y a un impératif de consommation. C'est pas, je ne vois pas je vois pas la chose comme ça. Voilà. Si vous aimez tous mes modèles et que vous avez envie de tous les acheter, je suis désolée, navrée. Auquel cas, je vous conseille soit de passer par Patreon parce que ça vous revient moins cher, soit d'attendre que je fasse ma période de promotion d'anniversaire. Le 1er juin, mon anniversaire. Pensez-y. Mes chocolats préférés, c'est les chocolats avec de la noisette. Ne m'envoyez pas de trucs. Et qu'est-ce que je suis en train de dire? Je sais pas. Non, mais je pensais à ça par rapport aux questions de productivité. En fait, je me suis posé la question récemment. En fait, il faudrait que je fasse vraiment exprès de moins travailler, de pas travailler pendant pas mal de temps pour ne pas réussir à avoir des designs prêts. Et pourtant, je travaille pas beaucoup, enfin, si. Mais disons que maintenant que j'ai supprimé ce qui ne me convenait pas en termes de planning, c'est-à-dire le fait d'être soumis à des deadlines d'autres personnes qui étaient incertaines, ça ne me convient pas, je le sais. C'est pour ça que j'ai un peu revu ma méthode de collaboration, même si je sais que c'est pas l'idéal pour les teinturiers, je ne peux pas faire autrement en ce moment. Maintenant que j'ai un peu, je me suis recentrée sur moi, je fais mes designs, mon truc, dans mon coin, voilà. Je vais pas si vite que ça, je refais des designs plusieurs fois avant que ce soit correct. Je me prends beaucoup d'après-midi, des fois des après-midi, je me dis oh non, j'ai pas envie. Je vais filer pendant 4 heures. Voilà, je fais ça. Et j'ai quand même une production qui est conséquente, je le sais, parce que il y a un contexte. Le contexte, c'est que c'est mon métier à temps plein. Donc, normalement, je fais ça 7 heures par jour, 5 jours sur 7. Je n'ai pas de famille à charge. Enfin si, j'ai des chiens et ma mère qui est borgne, mais je veux dire, j'ai pas d'enfants. Et je sais que certaines personnes parfois se sentent... Je la vis aussi, hein, l'oppression parfois des réseaux sociaux et de voir telle personne, elle fait tellement de trucs et moi aussi j'ai envie de... Pourquoi moi j'arrive pas à faire tellement de trucs, tout ça. Mais faut relativiser en fait, et c'est pas la faute de la personne productive si moi j'ai ce sentiment-là, je crois. C'est une histoire de contexte. Voilà, si vous êtes... vous avez 4 enfants, 2 métiers et que vous devez vous occuper de votre famille et tout ça, c'est normal que vous n'arriviez pas à tricoter autant que ce que moi je tricote. Il n'y a pas de, il n'y a pas de problème.
Et voilà, encore une fois, c'est mon métier à temps plein. En temps normal, j'ai pas beaucoup d'autres gênes, c'est-à-dire que je vais pas faire la fête tous les soirs en club, ça m'intéresse pas. Je n'ai même pas de temps à consacrer à mon copain parce que je n'ai pas le droit de le voir, merci le Covid. Depuis plus d'1 an, ça commence mais voilà, peut-être que ça changera à un moment ou à un autre, mais voilà, je sais pas où je vais avec ça. Tout ça pour dire que ouais, je sors beaucoup de modèles, mais je pars pas du principe, je ne pars pas du principe que c'est que ça veut dire achetez-le tous maintenant. Ben non, parce que ça va pas vous plaire, quoi. Enfin, peut-être ça va pas vous plaire, peut-être que vous avez pas envie de le tricoter. Enfin, il y a plein de raisons. Voilà, comme je vous dis, moi, des designers comme Andrea Mori, Fiber Tales, Sari Nordlund, il y en a d'autres dont j'aime 99,999% des modèles. Je ne me mets pas la pression en me disant oh il faut que je l'achète, on me pousse à la consommation, il faut que je l'achète. Non, voilà, je sais qu'il y a ce ressenti qui circule et je le comprends, mais voilà, je voulais peut-être enfoncer le clou par rapport à ce modèle où voilà, je ne sais pas quand est-ce que je vais le sortir parce que je me pose des questions en termes de timing. Je me demande est-ce que c'est vraiment pertinent puisque ma démarche c'est de c'est qu'il y ait les designs disponibles pour ceux qui en auront besoin quand ils en auront besoin et c'est pas forcément quand je le sors. Voilà, je sais pas, moi je trouve qu'il y a beaucoup de valeur à avoir le choix, le plus de choix possible, c'est le mieux, parce que il y a des manques en termes de grande taille, de représentation, de grande taille et d'autres, quelles qu'elles soient. Il y a des manques en termes de certaines techniques qui sont sous-représentées, certaines constructions, certains types de fils, et juste une question de goût aussi en fait. Combien de personnes et on le voit pas mal au niveau des tricoteurs qui commencent à avoir de l'expérience et qui je pense à des personnes qui se sont mis au design après des années, après des années à tricoter les modèles des autres. Et en fait, à un moment, on a eu envie de quelque chose et on a cherché et on n'a pas trouvé ce qu'on voulait. C'est comme ça qu'on design en fait. Et du coup, voilà, la réflexion c'est est-ce qu'il faut s'empêcher de sortir des choses qui peut-être manqueront à quelqu'un? Enfin, peut-être que je donne une importance trop... En fait, voilà, ce que je me dis, c'est que si je suis dans cette optique de pas vouloir contribuer à le malaise de certaines personnes qui se sentent trop surchargées par les réseaux sociaux, ce que je comprends tout à fait. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Je travaille moins, du coup, je m'ennuierais. Certains mois, je n'aurais pas mangé. Et potentiellement, quelqu'un qui aurait eu envie de ce design-là, que j'ai choisi de ne pas faire, il manque. Voilà. C'est peut-être me donner trop d'importance au designer tricot, mais voilà, je pense qu'il faut relativiser. On fait quelque chose pour un loisir créatif. Bien sûr qu'il y a des sentiments de productivité, de pression sociale qui s'incorporent aussi dans les loisirs créatifs, mais au final, l'important c'est de faire ce que vous avez envie de faire et ce qui vous fait vous sentir bien. Et pour certaines personnes, se sentir bien, naturellement, elles font beaucoup de choses relativement par rapport à d'autres. Voilà, peut-être que pour certaines personnes, tricoter un projet par semaine, c'est beaucoup. Pour d'autres, ça va être 3-4 projets.
Et tant que chacun en soi, on se force pas et on fait vraiment ce qui nous plaît et on se laisse pas entraîner par des modes, et on le fait tous, hein. Bien sûr que moi la première, hein, parfois quand je vois sur un compte quelque chose que je le vois sans cesse et je le vois marketé et je vois plein de personnes le tricoter, forcément au bout d'un moment dans ma tête ça creuse, et il y a un moment où je me dis ah peut-être que je vais le faire, ah ben voilà, peut-être que je vais le faire aussi. Puis en fait à la base c'était pas forcément quelque chose que j'aurais eu envie de faire, mais voilà, on a tous ces mécanismes là. Mais je pense qu'il faut qu'on se recentre un peu sur soi et sur ce qu'on aime faire et sur ce qu'on a envie de faire, et qu'on ne projette pas sur les autres ses propres sentiments vis-à-vis de ça, et qu'on ne blâme pas telle ou telle personne parce qu'on a l'impression qu'elle nous impose ces choses. Si vous avez l'impression que telle ou telle personne vous impose son mode de vie, ses goûts, sa productivité, juste coupez-vous de cette personne, hein. Moi je sais qu'il y a des gens que j'apprécie, dont j'apprécie le travail, je regarde pas forcément leur post, soit je ne les suis plus du tout, soit je zappe vite leur post parce que je sais que ça peut avoir un impact sur comment je me sens par rapport à moi, par rapport à ce que je fais. Ça veut pas dire que je n'aime pas la personne ou que je leur reproche cet impact que je m'auto-crée, en fait. Je sais pas pourquoi je suis partie dans ce délire là. Oh là là, mais pourquoi je suis partie si loin? Bref. Je sais pas si je sors ce modèle complètement hors saison ou si j'attends un peu, ou je ne sais pas. Je sais pas. De toute façon, il est pas fini. De toute façon, s'il faut, je vais pas réussir à le finir comme je voudrais à temps, et la question se posera pas. On verra. J'étais partie ici. Pourquoi J'arrête. Je passe à mon prochain encours, qui est ma couverture en jacquard. Alors, maintenant qu'il fait 18 degrés et que je n'en aurai plus besoin, eh bien je reprends ma couverture en jacquard. Donc j'avais commencé il y a quelques mois une couverture qui est un modèle de Janice Hope, qui est la couverture Persian Dreams, la version worsted, donc en gros fil. Donc Janice Hope, elle fait beaucoup de design, hein, et notamment elle fait des designs, des projets waouh, des très grandes couvertures ou des très grands châles en jacquard qui sont magnifiques. Et ces couvertures ont la particularité d'être faites, alors pas toutes, mais c'est le cas de celle-ci, je crois, en pièces. Et moi j'aime bien l'idée de tricoter des couvertures, mais j'aime pas faire des projets si gigantesques en les traînant à chaque fois que j'ai envie de tricoter dessus. Et du coup je m'étais dit tricoter une couverture en différents morceaux et après les coudre ensemble, vu que moi coudre et faire du grafting ça ne me dérange pas, j'aime bien ça. Je me suis dit c'est peut-être le truc pour moi. Donc j'avais commencé à l'automne je crois la couverture Persian Dreams, et parce que j'avais froid. Et du coup et il s'est passé... Il ne s'est rien passé. Il y a eu une faille temporelle en fait. Nous sommes... En fait voilà. En fait j'ai commencé cette couverture il y a une semaine. On va faire comme ça, d'accord? Je ne veux pas que vous mentionniez le fait que cette couverture est restée 4 mois enfermée dans un placard parce que j'ai été attirée par d'autres projets, d'accord? Ce n'est pas vrai. C'est dans votre tête. Vous avez tous rêvé collectivement. C'est faux. C'est faux. Je n'ai pas du tout laissé traîner cet encours pendant des mois. J'ai donc continué cette couverture. Et voilà où j'en suis. Donc, la couverture. Il me semble que quand je vous l'avais montré la semaine dernière, je n'avais fait que un seul truc, un seul hexagone, puisque donc, la couverture consiste à faire 24
morceaux comme ça de tricot. Donc c'est des hexagones qui se tricotent en rond. En fait, on monte ici, on fait un montage circulaire ici, et on augmente ici en 6 parties, et on tricote en rond notre jacquard. Et donc il y a 8 motifs différents, je crois. On peut aussi acheter un fichier à part, il y a un patron à part sur Ravelry avec encore plus de motifs si on veut en choisir des différents. Moi je fais juste le patron originel de base. Le patron de base est multicolore, moi j'ai choisi de le faire en noir et blanc pour commencer, pour pas me prendre trop la tête. Et donc vous avez quelques motifs différents et à chaque fois vous devez en faire un certain nombre de chaque motif. Donc ça c'est le motif numéro 1 et je devais en faire 2. Donc j'ai fait mes 2 hexagones avec le motif numéro 1 qui est comme ça. Et donc on met, une fois qu'on a fini un hexagone, on met les mailles en attente. Donc ça, le motif 1, je l'ai fini. Là je suis sur le motif numéro 2. Et j'ai déjà fini un hexagone, c'est ce motif-là. Voilà. Et donc, sur certains hexagones, on doit faire une bordure, selon où est-ce qu'ils vont se retrouver dans la couverture à la fin. Ceux qui sont en bordure, il faut une bordure. Et donc, on fait une bordure en point mousse. Et donc, le patron vous dit, sur le diagramme 2, vous en faites 3 exemplaires. Sur 2 de ces exemplaires, vous faites une bordure sur 2 des côtés de l'hexagone. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. En fait, le patron est très concis. Il faut un petit peu visualiser la chose, mais c'est en fait très simple. C'est juste qu'il faut, faut pas le faire à 23h le soir. Et en fait, en lisant le patron, ça avait l'air hyper confus dans ma tête, mais juste au moment où j'ai dû faire la bordure, c'est très simple en fait. On vous dit, vous faites la bordure que sur 2 côtés. Du coup, j'ai pris 2 côtés de mon hexagone et j'ai suivi la bordure. Donc c'est une bordure en sorte de point de blé qui se forme progressivement. Voilà. Donc ça, j'imagine que ça va être un coin. Ou non, en fait, ça va être... Ah non, ça va être comme ça. Parce qu'il y en a qui en ont 3. Et donc, j'imagine que ceux qui ont 3 bordures, eux, ça va être les coins, je ne sais pas. Parce que les bordures, à certains endroits, vont s'entrelacer. Il y a un PDF détaillé pour la couture de la couverture à la fin. Couture de la couverture. Et je l'ai lu, et j'ai rien compris. Rien compris. Voilà, donc encore une fois, je me dis, je vais attendre d'y être et je ferai au fur et à mesure. Il y a des photos étape par étape, donc je me dis, il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. C'est très détaillé. C'est juste que conceptuellement, pour le moment, je suis la caisse, je comprends pas. Donc je fais les choses une à une. Donc ça, voilà, ça c'est le 2e diagramme. Il faut que j'en fasse 3 des comme ça. J'en ai fait un et je suis sur le 2e. Donc là, vous voyez un petit peu en cours comment ça se présente. Voilà, on tricote en rond. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise des aiguilles de 60 cm. Au tout début, je fais du magic loop. Puis, quand je peux plus faire de magic loop, je fais du single loop. Le single loop, si vous connaissez pas, c'est vous tirez juste une boucle comme ça. Ça vous permet de resserrer votre câble. Avec une seule boucle au lieu de 2 de chaque côté comme quand on fait du magic loop. C'est compliqué. Et là j'ai assez de mailles pour pouvoir faire le tour correctement. Et donc on augmente. Ça se fait plutôt vite. Chaque hexagone se fait plutôt vite. Il n'y a que 32 rangs. Je sais pas combien de mailles au final ça fait, mais ça fait pas tant de mailles que ça. Donc je peux faire un hexagone par soir sans souci. Par soir, ça veut dire 3 heures, 3h30 peut-être. C'est du jacquard qui est simple, il faut parfois croiser les fils, mais franchement ça va, c'est des courtes répétitions, c'est géométrique. Et j'aime beaucoup le 2e motif, il est un peu plus ornemental.
que le premier. Ouais. Mais voilà, donc j'en ai 3 de fait, bientôt 4, il m'en faut 24. On y croit. Mais c'est hyper sympa à faire et je sais pas que je m'en veux de l'avoir laissé de côté parce qu'au final je l'ai fait parce que j'avais envie de faire d'autres choses aussi, hein. Mais je suis contente de me rendre compte après tous ces mois que c'est vraiment sympa à tricoter et que je m'amuse beaucoup parce que j'ai vraiment envie de la faire et surtout j'ai vraiment envie d'en faire d'autres, des modèles comme ça parce que je trouve ça trop chouette et j'ai envie aussi d'en faire d'autres multicolores et tout, voilà, c'est très sympa à faire, je m'amuse. Et la laine que j'utilise, c'est de la laine que j'ai achetée chez Hobby. C'est une marque, alors Hobby c'est un revendeur qui a plusieurs marques et là c'est la marque, c'est une marque danoise, Hertegarn. La Lima il me semble, c'est de la laine DK/Worsted, c'est 100% laine péruvienne, c'est doux, c'est du superwash, c'est du superwash mais comme c'est pas super lisse, ça fonctionne plutôt bien pour du jacquard, c'est suffisamment solide pour une couverture, voilà, ça me va très bien. Il y a une énorme gamme de laine sur le site d'Hobby et c'est vraiment très abordable. Donc voilà, je suis contente d'avoir testé avec cette laine. J'ai recommandé une autre qualité de leur laine récemment, un mélange de coton et de mérino d'une autre marque, Cotton Flower je crois. Non, Cotton Flower c'est peut-être le nom de... Non, Mayflower. Je sais plus. Trop compliqué. Mais voilà où j'en suis sur cette couverture. J'espère pouvoir continuer à progresser dessus de manière plus régulière maintenant. Dans tous les cas, je ne monte pas d'autres gros projets tant que celui-ci n'est pas fait parce que je me sens vraiment mieux quand j'ai un nombre limité d'encours. Voilà. J'ai fini. J'ai enfin fini cet épisode. J'ai beaucoup trop parlé, ça va être très long à exporter, c'est un cauchemar. Voilà. Oui, j'essaie de voir si j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais non, je ne pense pas. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouverai assez rapidement puisque, bon là, vous avez compris que je tourne mes épisodes en avance. Mais voilà, je vous retrouverai tout début mars, encore une fois. Et donc normalement c'est une semaine après cet épisode. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne fin de mois de février. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Salut!